Nous allons commencer cette journée et donc je disais, ça fait 25 ans que nous abordons des thèmes qui concernent les professionnels du champ social, éducatif et thérapeutique. Nous avons présenté sous une forme de questions peut-être un peu curieuses l'adolescence, à quoi ça sert. Nous allons passer maintenant la parole à M. Thierry Gogel d'Alondance, donc, qui est éducateur donc, spécialisé, anthropologue et formateur donc, auprès des travailleurs sociaux de l'université à la région de Strasbourg, l'université de Strasbourg. Voilà. Et il va nous parler de ce chemin vers l'âge adulte du caméléon. Merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous à Limoges pour ces échanges. Donc effectivement, je suis éducateur spécialisé de formation initiale. C'est un métier que j'ai exercé pendant 20 ans, de 1974 à 1994. J'ai démarré en prévention spécialisée. J'ai terminé dans un CHRS comme directeur, donc un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc beaucoup avec des adolescents et des jeunes adultes. J'ai vu aussi les effets de la majorité à 21 ans. Et puis, de 1994 à 2014, je suis devenu enseignant-chercheur en anthropologie, à mi-temps dans une école d'éducateurs à Strasbourg et à mi-temps à l'université de Strasbourg. Dans cette université, avec 2 collègues, je m'occupe d'un petit laboratoire sur les conduites à risque des jeunes, qui n'est sans doute pas étranger à ma venue parmi nous. Ces 2 collègues, l'un a été cité dans le propos introductif, c'est David Le Breton, qui est un anthropologue du corps. L'autre collègue, qui est un peu moins connu, mais qui est très brillant, qui s'appelle Pascal Intermédiaire, est un sociologue spécialiste de la mort. Et moi-même, je suis identifié comme un spécialiste des rites de passage. Or, je vous en parlerai après, nous avons pu repérer que dans les conduites à risque des jeunes, qui sont si polymorphes, il y a 3 invariants anthropologiques que l'on retrouve systématiquement. C'est un rapport au corps, un rapport au signifiant mort et un rapport intime au passage à l'âge adulte. Depuis, je mène des recherches croisées, j'essaye d'être à la fois un peu du côté de la modernité et un peu du côté de la tradition, en menant des enquêtes un peu ici, un peu là-bas. Les dernières en date, j'ai mené une grande enquête pour le ministère de la Justice sur la prise en charge des mineurs délinquants en France, qui a donné un petit ouvrage que j'ai intitulé « Éducation renforcée », avec un brin de colère, parce que c'est intéressant de le signaler, je pense qu'il y a pas mal de travailleurs sociaux dans la salle. Lorsque les centres, les CER ont été créés, leur nom, c'était « Centre d'éducation renforcée ». Et il y a eu un glissement sémantique qui est passé totalement inaperçu, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, y compris le politique, dit « Centre éducatif renforcé ». Mais renforcer le centre, c'est pas pareil que renforcer l'éducation. Et parallèlement à cette recherche sur les mineurs délinquants, j'ai mené de 2008 à 2013 une recherche très différente au Congo-Brazzaville sur les traditions orales en pays Congo. Aujourd'hui, je suis à nouveau sur 2 enquêtes un peu différentes. Une enquête plus ethnographique à Mayotte, qui va me prendre 3 ans sur les traditions maoraises, et une enquête qui est terminée, je suis en train de rédiger les conclusions pour une parution au printemps, sur un sujet très d'actualité, les adolescents LGBTI, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Vous voyez que ça fait, si j'évoque ça en mode introductif, c'est que les mineurs dits délinquants, les adolescents du Congo-Brazzaville, les adolescents LGBTI et les adolescents mahorais, ça fait déjà 4 espaces, 4 mondes, 4 cultures adolescentes, et c'est ça l'anthropologie qui m'intéresse. Pour ouvrir le propos sur le caméléon, qui vous a peut-être un petit peu questionné, une petite anecdote du Congo-Brazzaville, pour amener un peu de soleil à Limoges. Lors de mon dernier passage, une maman que j'allais saluer dans un village de brousse m'a dit quelque chose de tout à fait étonnant.
Elle s'inquiétait d'une situation géopolitique au Congo. C'est que le Congo-Brazzaville a vécu 3 guerres civiles terribles, puisque la population est passée de 6 millions à 4 millions. Et qu'un des effets de ces guerres civiles, ça a été un exode rural très important, puisque sur 4 millions d'habitants, 1 200 000 vivent à Brazzaville et 800 000 à Pointe-Noire. Ce qui veut dire que des villages sont morts, ou d'autres villages ont été quasiment désertés. Cette maman s'en inquiète en ces termes. Elle me dit, vous savez Thierry, ici au village, un enfant de 10 ans, il se déroule. Elle m'explique. Un petit garçon de 10 ans, il sait chasser les oiseaux, il sait pêcher, il sait se fabriquer une petite hutte le soir pour s'abriter. Une petite fille de 10 ans, elle connaît tous les légumes. Elle sait cultiver le manioc, elle sait préparer le saka-saka, qui est le plat de base, et elle peut même accompagner sa mère et ses sœurs pour les assister lors d'un accouchement. Et elle rajoute, mais à Brazzaville, Thierry, les enfants de 10 ans, ils ne savent plus rien faire. Elle venait de faire une leçon d'anthropologie que Lévi-Strauss n'aurait pas reniée, c'est-à-dire une différence notable entre les sociétés dites coutumières et les sociétés de la modernité avancée. De qui parle-t-on quand on parle des adolescents? Nous parlons tellement des adolescents, la radio, la télé, les journaux nous en parlent tellement, qu'on a l'impression qu'ils existent depuis la nuit des temps et que nos lointains ancêtres de l'âge de pierre avaient déjà des adolescents qui ne rangeaient pas leurs chaussettes. Pour la sociologie, c'est un non-sens absolu, puisque l'adolescence telle que nous l'évoquons aujourd'hui, en tant que construction sociale et culturelle, n'a ni nom ni existence avant la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve le mot adolescent dans la langue française avant, mais avec un sens totalement différent. Pour n'en donner qu'un exemple, au XVIIIe siècle, nos aïeux parlent beaucoup des ados. Mais ado, ça veut dire célibataire. Et dans la classe bourgeoise, si les femmes se marient tôt, les hommes peuvent se marier tard, à 40 ans. Donc ils sont entendus adolescents, célibataires, jusqu'à 40 ans. Donc c'est vraiment après 1945, dans tous les pays du Nord, qu'on voit apparaître cette classe d'âge que les psychologues, il faut bien leur laisser ça, vont identifier bien avant les sciences sociales, les adolescents, qu'on caractérise d'ailleurs à l'époque comme la classe d'âge des 14-18 ans, c'est-à-dire les lycéens, grosso modo. Je reviendrai un peu après, pourquoi ça apparaît à ce moment-là. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette adolescence qui est circonscrite à une classe d'âge au départ, va s'allonger en amont et en aval de manière tout à fait étonnante, à tel point qu'on ne sait plus très bien quand ça commence, ni quand ça termine, si tant est que ça termine. Dans les années 60, on nous invente les préadolescents. Préadolescents, 4 millions à peu près de jeunes collégiens, 11-14, qui entrent dans la puberté, mais qui n'ont pas encore les affres et les comportements de leurs aînés. Daniel Marcelli nous en dira peut-être un peu plus cet après-midi, puisqu'il travaille beaucoup sur cette classe d'âge et sur sa problématique singulière. Fin des années 70, les démographes nous inventent un autre mot, c'est les post-adolescents. À partir d'une question qui est importante, c'est à quel âge, avec les crises économiques que nous connaissons à ce moment-là, à quel âge un petit Français, une petite Française, est-elle autonome financièrement de ses parents? Et le chiffre tombe, et il n'a pas beaucoup varié aujourd'hui, même si quelques chercheurs le discutent un peu, c'est 28 ans. Donc, post-adolescent, jeune adulte, si vous voulez, 18-28. En l'an 2000, un psychanalyste infréquentable, jugement de valeur, je m'en excuse, Tony Anatrella, invente un mot qui va faire florès parmi les journalistes et qui va même rentrer dans le dictionnaire, les adolescents. Adolescents qu'on peut traduire par des adultes qui continuent de se comporter comme des ados. On pourrait dire d'ailleurs que c'est un terme un peu ambigu, parce que ce ne sont peut-être pas, une hypothèse que je propose, les individus qui sont adolescents,
et la société qui est devenue adolescente. 2003, les anglo-saxons identifient un nouveau phénomène qu'ils appellent les teenagers, à ne pas confondre avec les teenagers qui sont les ados. Teenager, c'est un néologisme à partir de between, entre deux âges. Chez nous, on pourrait traduire ça par les lolitas, et on pourrait rajouter aussi les lolitos, parce qu'il y a aussi des petits garçons, c'est-à-dire des enfants, souvent très jeunes, qui, avec le consentement, mais parfois aussi la pression de leurs parents, jouent à être des adolescents. Les psychologues vont vous expliquer que c'est pas bien, qu'il faut laisser à l'enfant le temps de l'enfance. Les sciences sociales, d'où je viens, vont s'intéresser à autre chose, c'est-à-dire vont essayer de repérer qu'est-ce qui caractérise ce phénomène. Ce que certains ont appelé aussi l'hypersexualisation de nos enfants. Eh bien, quand vous regardez bien, c'est la reproduction la plus archétypale, la plus archaïque, la plus caricaturale des rôles sexuels les plus insupportables. Parce que qu'est-ce qu'on propose aux petits garçons à qui on offre un blouson de cuir, des Santiago, un bandana, des ceintures en cuir, peut-être avant l'âge un sale petit macho. Et qu'est-ce qu'on propose à la petite fille qu'on maquille, qu'on habille avec des habits affriolants, voire des strings, point de suspension. 2007, François de Saint-Gly, sociologue de la famille, nous invente un nouveau concept. Alors celui-là, il n'a pas eu la chance de l'adolescence, il n'est pas rentré dans le dictionnaire. Il ne se dit que de bouche de druide à oreille de druide, c'est-à-dire de bouche de sociologue à oreille de sociologue, c'est les adolescents, pour caractériser des comportements générationnels de plus en plus précoces. Et puis, on pourrait rajouter, aujourd'hui, pour le XXIe siècle, une adolescence hyper moderne, dont nous parlera sans doute Fabienne tout à l'heure, c'est l'adolescent à l'ère du numérique. C'est-à-dire un adolescent qui a toujours les mêmes questions et les mêmes enjeux que les ados d'autrefois, mais qui cherche les réponses via les nouvelles technologies dans des nouveaux mondes, des nouveaux territoires qui nous sont parfois un peu étrangers. Et un de mes maîtres, Georges Balandier, un grand anthropologue français, à qui on posait la question « L'anthropologie est-elle encore possible aujourd'hui alors que tous les mondes et toutes les cultures ont été rencontrés ?» Il disait oui, à condition de s'intéresser à ce qu'il appelait les nouveaux mondes. Et ce qu'il appelle les nouveaux mondes, c'est les territoires, y compris des nouvelles technologies, qu'arpentent aujourd'hui les jeunes. Donc vous voyez, de l'adolescence à l'adolescence, on peut aujourd'hui, c'est un imaginaire évidemment, se vivre ou être vécu comme un adolescent, du berceau à la tombe. Et ça pose un problème. Ça veut dire que les autres classes d'âge s'effacent. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de vieux, et surtout, il n'y a plus d'adultes. Et lorsque la figure de l'adulte s'effrite également les figures de l'autorité. Marcel Gauchet, un de nos philosophes, le dit mieux que moi, il dit « Aujourd'hui, l'adolescence est devenue le modèle sociétal dominant. Nous sommes tous sommés d'être des adolescents. » Pourquoi l'adolescence se construit-elle dans la deuxième moitié du XXe siècle? Alors qu'avant, nous sommes dans des sociétés bipartites, comme les sociétés qu'évoque la maman dans ce village de Brousse au Congo-Brazzaville. Nous avons d'un côté le monde des enfants et de l'autre côté le monde des adultes, avec souvent une cérémonie que les ethnologues ont appelée rite de passage, qui permet de passer du monde des enfants au monde des adultes. De ces sociétés bipartites, nous sommes passés à une société tripartite. Un troisième terme arrive, l'adolescent. On pourrait dire, pour répondre un peu à la question du colloque du jour, l'adolescence, à quoi ça sert? Eh bien, l'adolescence, c'est un temps de formation supplémentaire que nous laissons à nos enfants pour affronter la complexité du monde. Avec une ambiguïté absolument extraordinaire, c'est que, indiscutablement, nos enfants et nos adolescents en savent beaucoup plus que nous n'en savions à leur âge, et en même temps, ils n'ont jamais autant été infantilisés. On peut dire aussi que l'adolescence,
c'est un luxe des sociétés modernes. Ça ne fait pas plaisir aux adolescents quand on leur dit. C'est un luxe que ne peuvent pas se payer les sociétés traditionnelles, où lorsqu'un petit garçon ou une petite fille est en capacité de participer aux activités économiques de la tribu, il bosse. Si en plus il est capable de procréer, la messe est dite. 3 raisons essentielles vont expliquer l'apparition de l'adolescence. Première raison, c'est l'allongement du temps des études. 1959, c'est l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Il faut relire toutes les lois concernant le travail des enfants immédiatement après la guerre. On a l'impression que c'est la préhistoire, c'est le travail de nuit, le nombre d'heures qu'on peut faire travailler un enfant, etc. Il suffit de regarder, pour ma génération, on était très peu à l'université. Aujourd'hui, l'université a multiplié par 10 par rapport au temps où je faisais mes études, le nombre d'étudiants. Les formations professionnelles sont plus longues. Du coup, la deuxième raison est corollaire de la première, c'est-à-dire que si on se forme plus longtemps, si on fait des études plus longues, eh bien, il y a une entrée différée dans la vie active. Ça, par exemple, c'est une question, moi, qui m'a toujours étonné, parce que dans la question des retraites, on ne parle jamais de cette affaire-là. Mais je constatais dans une promotion de moniteur éducateur auquel je faisais cours il y a 2-3 semaines, que la plupart des jeunes qui allaient se destiner à être moniteur éducateur avaient commencé ou allaient commencer à cotiser à 28 ans. 28 plus 42, aujourd'hui. Ça laisse songeur sur la question des retraites. Mais c'est une autre question. Donc l'entrée différée dans la vie active, qui est évidemment aggravée du fait de l'arrivée des poches endémiques du chômage des jeunes dans les années 70, poches endémiques qu'on n'a jamais résolues jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est toujours quand même à peu près à 25% de chômage chez les jeunes. Il faut quand même se rappeler qu'en 1960, c'est pas si vieux, en 1960, la moitié des enfants de 16 ans travaillaient. 1960, la moitié des enfants de 16 ans travaillent. Et puis, la troisième raison qui explique l'arrivée de l'adolescence, c'est sans doute la plus grande mutation que nous avons vécue tout au long du XXe siècle. Le XXe siècle a été un siècle de mutation sans précédent. En sociologie, le terme mutation est un terme plus fort que le terme transformation, parce qu'une transformation, à la limite, ça peut être réversible. En principe, une mutation, c'est irréversible. Donc, c'est pas sûr qu'on mute si souvent que ça, mais la plupart des chercheurs s'accordent à penser que le XXe siècle est un siècle de mutation sans précédent dans le nombre et dans l'accélération. Boris Cyrulnik, l'inventeur de la résilience, le disait avec un peu d'humour, il disait « Si on avait inventé une machine à voyager dans le temps, et qu'on prenait un homme du XIe siècle pour l'amener au XVe, le choc serait moins grand que si on prenait un homme du début du XXe siècle pour l'amener à la fin du XXe siècle. » Manière de dire, de manière humoristique, que ce siècle a été assez incroyable. La mutation qui intéresse le plus les sciences sociales pour le XXe siècle, c'est les mutations de la famille. Drôlement d'actualité. La mutation la famille a complètement explosé, à la fois sur le fond et sur la forme. Et ça va impacter de manière très importante la question de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. S'il fallait résumer rapidement de quoi il s'agit, dans ces mutations de la famille, en sociologie, pour parler de la famille, on utilise souvent 3 petits mots, 3 instances, on pourrait dire. Sexualité, pas besoin de vous faire un dessin. Conjugalité, le fait d'être en couple. Parentalité, le fait d'être parent. Au début du XXe siècle, ces 3 instances sont interdépendantes. L'une ne va pas sans l'autre. Pas d'enfant en dehors des liens sacrés du mariage, pas de sexualité en dehors des liens sacrés du mariage. C'est la norme. C'est tellement la norme, je ne sais pas s'il y a des assistantes sociales dans la salle, mais au début du XXe siècle, en France, le fait d'être enfant de concubin est un motif de placement à l'assistance publique.
Et les assistantes sociales de l'époque n'ont aucun état d'âme, elles placent. Aujourd'hui, en 2014, un enfant sur deux en France naît d'union libre. Vous vous rendez compte s'il fallait placer la moitié des enfants à l'aide publique? Il y aurait beaucoup de travailleurs sociaux. Aujourd'hui, ces trois instances, sexualité, conjugalité, parentalité, sont totalement autonomes. La plus grande partie d'entre nous, à part quelques esprits chagrins, estime qu'on peut avoir une sexualité en dehors des liens sacrés du mariage. Demandez à un adolescent ou une adolescente s'il a le droit de faire l'amour avant de se marier. Faire pipi dans sa petite culotte de riz. Il y a 1001 façons de faire couple. Et il y a bien des façons d'être parent. Cette mutation de la famille est aussi impactée par... alors cette famille va évidemment changer. François de Saint-Guy le dit de manière intéressante. Il dit on est passé d'une famille très autoritaire, sous l'autorité unique du père de famille, à une famille très relationnelle, c'est-à-dire une famille où on cause. Du coup, c'est ce qui va expliquer l'apparition de l'adolescence. On dit souvent que ce qui définit l'adolescence, c'est que c'est un puissant négociateur. Pour pouvoir négocier, il faut avoir un espace relationnel qui le permet. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que l'adolescence est une cause et un effet des mutations de la famille. C'est parce que la famille mute que l'adolescent va pouvoir s'y déployer, mais c'est aussi parce que l'adolescent arrive que la famille continue d'évoluer. Ce qui va aussi impacter beaucoup la famille et la condition et le paysage dans lequel vont évoluer les adolescents, c'est la prodigieuse évolution de la condition féminine et en corollaire et en parallèle à l'évolution de la condition féminine, la visibilité des minorités sexuelles. Alors la question évidemment qu'on pose souvent aux sciences sociales, c'est bon, ok, d'accord, l'adolescence arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais quand même, les ados des années 50 et les ados de ce début du XXIe siècle, c'est pas la même chose. Ça change, c'est pas pareil. Il y a de grandes inquiétudes des parents, c'est justement, ça n'a pas l'air pareil. En tout cas, c'est pas comme ce qu'ils vivaient eux. En fait, à cette question, les sociologues sont un peu normands, c'est-à-dire est-ce que l'adolescence change? Ben oui et non. Oui et non, parce que sur le fond, l'adolescence ne change pas. Il y a des invariants anthropologiques à l'adolescence. Il y a notamment un invariant, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est pas si simple que ça, c'est la puberté. Ça, on ne peut pas la zapper. Récemment, à la demande du CRAI d'Alsace, j'ai animé un groupe de parole avec des parents d'adolescents polyhandicapés. Un certain nombre de ces jeunes étaient sous amendement Creton. Vous savez, cet amendement qui permet de maintenir en secteur enfant un jeune adulte le temps qu'il ait une place en secteur adulte, pour ne pas mettre en difficulté la famille. Dans ce groupe, un papa, au bout de la deuxième ou troisième séance, a dit « Vous savez Thierry, il était papa d'un garçon polyhandicapé, et vous savez Thierry, maintenant je peux vous le dire, sous-entendu maintenant j'ai suffisamment confiance, maintenant je peux vous le dire, avec ma femme, on était tellement désespérés par le polyhandicap de notre fils, qu'on espérait un petit bénéfice secondaire qui ne ferait pas sa puberté. Ben, il l'a faite, et sacrément faite. » Voilà. Je pense qu'il y a des parents normopathes qui aimeraient bien zapper la puberté de leur gamin, mais ça ne marche pas. Voilà. Sur la forme, par contre, évidemment, l'adolescence change incroyablement. Un des plus grands sociologues de l'adolescence, Michel Fies, sans doute celui qui a le plus publié sur l'adolescence, le dit de manière très simple, il dit « l'adolescence change parce que les temps changent ». Et c'est là qu'arrive la métaphore du caméléon. Alors, Sabine, en introduction, évoquait toutes les métaphores poétiques qui ont pu être utilisées, quelques-unes en tout cas, qui ont pu être évoquées sur les ados. C'est absolument incroyable d'ailleurs ce que l'adolescence a suscité comme métaphore. Étant franco-québécois, j'aime bien la métaphore que ma deuxième famille utilise de temps en temps pour parler de la jeunesse difficile au Québec. Ils l'appellent la génération Tefal. Parce que, comme pour ces toiles, ben, ça n'accroche pas, hein, ça glisse, voilà. Bon. La métaphore qui a sans doute fait le plus florès, c'est l'extraordinaire métaphore de Françoise Dolto, la métaphore du homard. Je la rappelle rapidement, au cas où certains d'entre vous ne la connaîtraient pas. Hein.
Françoise Dolto se rend compte que le homard a une vie un peu étonnante, puisqu'il naît avec une coquille qu'il va perdre au bout d'un moment. Et il va donc être quelque temps nu avant de sointer ce qui va constituer sa carapace d'adulte. Et Dolto file la métaphore en disant pour le petit homme c'est pareil, l'enfant a la coquille protectrice de l'enfance, mais adolescent, il a envie de se coltiner le monde sans la présence des parents, il est nu et vulnérable parce qu'il n'a pas encore sointé sa carapace d'adulte, ses limites d'adulte. Dolto se rend compte aussi que l'adolescent homard, qui est nu et vulnérable, est la proie des prédateurs, notamment du congre. Et elle constate que lorsqu'un adolescent homard se fait blesser par un congre, il garde les traces de ses blessures sous sa carapace d'adulte. Et là encore, elle file la métaphore en disant pour le petit homme, c'est pareil. Lorsqu'un adolescent ou une adolescente est victime d'un prédateur, entendez un père ou un beau-père incestueux, un adulte pervers ou tordu, il y a de fortes chances que cet enfant garde les traces du trauma jusque dans sa vie adulte. J'ai forgé, il y a quelques années, une métaphore qui n'est pas contradictoire, je ne me permettrai pas, mais qui est un peu complémentaire de celle de Madame Dolto, et qui a été assez repris par les collègues sociologues. C'est la métaphore du caméléon. Dolto insistait sur la fragilité psychique à cet âge-là. Le caméléon permet d'insister sur la fragilité sociale. Le caméléon, vous le savez, est un petit mammifère reptilien qui a une capacité extraordinaire, c'est celle de se fondre dans le paysage. On pourrait dire que c'est un mécanisme de défense. Si vous le mettez sur un mur gris, il devient gris. Voilà. Pour moi, l'adolescent est un caméléon. C'est-à-dire, il a bien sûr la capacité de se fondre dans le paysage, mais il a surtout une capacité maximale d'adaptation au temps présent. On pourrait même aller plus loin, il est et il fait le temps présent. Aujourd'hui, l'adolescent est le seul et unique prescripteur de tendance. Vous êtes opérateur de téléphonie mobile, vous voulez lancer un nouveau téléphone, vous réunissez un groupe d'adolescents, vous leur présentez différents produits, si ça marche, vous pouvez le lancer, s'il ne s'y intéresse pas, laissez tomber. Donc l'adolescent est un petit caméléon qui fait le temps présent, qui s'approprie bien plus vite que nous les nouvelles technologies, par exemple. Ces publicités qui montrent des adolescents expliquant à leur bêta de papa comment ça marche Internet, c'est tout à fait ce que certains ont appelé la transmission verticale, c'est-à-dire c'est parfois les enfants qui nous enseignent, nos enfants qui nous enseignent. Et ce côté caméléon, évidemment, c'est malheureusement, comme souvent, pour le meilleur et pour le pire. Ce côté caméléon de nos adolescents, alors précision, l'enfant n'a pas du tout ce côté caméléon. Il ne l'a pas du tout parce qu'il est encore trop dépendant de ses parents, il va chouiner quand maman s'écarte de 2-3 mètres, et les adultes que nous sommes en principe, nous n'avons plus ce côté caméléon, parce que nous sommes obligés de circonscrire nos choix, nous sommes aux responsabilités, nous sommes même parfois obligés de circonscrire notre curiosité. L'adolescent est en capacité d'avoir cette ouverture au monde absolument incroyable. Mais c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur, ça va aiguiser sa créativité, son imagination, sa soif de connaissance parfois. Et pour le pire, eh bien, nous pouvons lire toutes les conduites à risque des jeunes comme des effets caméléons. Je vous donne juste un exemple. On pourrait les prendre les unes après les autres, mais là on y passerait la journée. Aujourd'hui, dans nos sociétés si modernes qu'on les appelle hypermodernes, postmodernes, modernité avancée, etc., eh bien la vitesse est devenue une vertu cardinale. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez Internet à la maison, mais je suis désolé de vous le dire, si vous n'avez pas le câble de la DSL, vous êtes ringard. Il faut que ça aille vite. Dans le monde de l'économie, on sait que si on veut être performant, si on veut être concurrentiel, il faut aller plus vite que le partenaire, plus vite que le concurrent. Dans le travail social, on est familiarisé à l'urgence sociale depuis bien longtemps. Et la PJJ, à un moment donné, trouvait même que l'urgence, ça allait pas assez vite. Ils avaient inventé l'immédiateté avec les centres de placement immédiat. Et même au plus haut niveau de l'État, que ce soit l'ancien ou l'actuel, on voudrait nous faire croire que pour être visible, il faut que ça aille vite. Alors qu'on sait très bien que les changements structurels prennent beaucoup plus de temps.
eh bien cette vitesse qui est élevée au rang de valeur cardinale est en France la première cause de mortalité des 15-24 ans. Et on pourrait prendre comme ça un ensemble de conduites à risque. Sur les conduites à risque, 2-3 petits mots. D'abord, au laboratoire où je travaille, nous sommes très attentifs à deux choses. C'est de ne pas prendre le sujet pour son symptôme. Je vous donne un petit exemple. Dans mon enquête sur les CER, les centres d'éducation renforcée, je me suis retrouvé un jour à accompagner un gamin de 17 ans, qui était un petit caïd de banlieue qui gérait l'économie parallèle de son quartier, chez le dentiste, parce qu'il avait une rage de dents. Et en sortant du dentiste, ce gamin de 17 ans m'a posé une question. Et il m'a posé une question en me disant j'ai une question sérieuse et j'espère que vous me répondrez sérieusement. Donc c'était une question cruciale. Je lui ai dit, je demande toujours, il me dit, monsieur, c'est vrai qu'il faut se brosser les dents. C'est-à-dire que quand la dentiste lui avait demandé d'ouvrir la bouche pour le soigner, et qu'elle avait vu l'état de sa dentition, elle avait fait cette remarque, il faudrait peut-être que tu brosses les dents de temps en temps. Eh bien, ce petit caïd de banlieue, un petit chien, on peut le dire, un attachant, comme disent certains, ce jeune homme, c'était la première fois en 17 années d'existence qu'un adulte lui avait dit qu'il faut brosser les dents. Voilà. Rappelant ainsi qu'un adolescent délinquant, avant d'être délinquant, il est adolescent. Un adolescent handicapé, avant d'être handicapé, il est adolescent. C'est un premier point. Deuxième point, la non-pathologisation des conduites à risque. Alors ça nous a fâché de temps en temps avec certains amis psy, qui voudraient bien créer un DU de psychopathologie de l'adolescence. Psychopathologie à l'adolescence, ok. Psychopathologie de l'adolescence, pas d'accord. C'est-à-dire que la conduite à risque n'est pas par essence une pathologie. Et il faut se rappeler quand même des petites choses qui font de la culture adolescente les 80 ou 85% d'adolescents qui vont bien. Je racontais la semaine dernière, j'ai été invité à faire une conférence pour les 20 ans d'une association qui travaille avec un public toxicomane. Et je racontais ma première rencontre avec la drogue. J'étais adolescent et j'avais des amis un peu plus âgés que moi qui fumaient du cannabis. Moi, je savais à peine ce que c'était. Mais un jour, j'ai été invité par les grands. Les parents étaient partis et ils ont commencé à fermer. C'était en plein été, il faisait beau dehors, il y avait plein de lumière, et ils ont fermé tous les volets pour que ce soit bien sombre. Ils ont allumé plein de bougies dans la pièce, puis ils ont mis des coussins par terre pour qu'on puisse s'allonger, et puis ils ont allumé de l'encens. Et puis il y avait tout un rituel pour ce petit produit-là qu'on mettait dans des feuilles, et puis ils ont mis Jefferson Airplane, White Rabbit. Et c'était génialissime. Qu'est-ce que je me sentais bien. Bon, j'ai tiré sur le machin, là ça m'a fait rien, aucun effet, mais j'étais avec eux, c'est-à-dire j'étais dans cette culture adolescente qui se construit et qui se construit dans la transgression, forcément. Voilà, et évidemment, tous les gens qui vivent ces rituels adolescents ne vont pas aller dans d'autres excès. Je vous disais que les conduites à risque, c'est quelque chose qu'on nous a aussi un petit peu reproché, c'est un concept chapeau, puisque s'il fallait donner une définition rapide, nous appelons conduite à risque tous les comportements adolescents qui, poussés à l'extrême, peuvent mettre la vie du jeune, la vie de son entourage en danger. Poussés à l'extrême, tous ne le sont pas. Donc du coup, certains nous disent, oui mais attendez, entre la gamine anorexique, le fumeur de cannabis, le jeune errant, le petit délinquant, le motard qui roule sans casque et sans lumière sur le périphérique à Paris, toutes ces conduites à risque sont quand même très différentes dans les formes, dans leur forme. Oui, elles sont très différentes dans leur forme, c'est vrai. Mais sur le fond, on va se retrouver ces trois invariants anthropologiques que j'ai rapidement cités en introduction et sur lesquels je voudrais dire un mot maintenant. C'est le rapport au corps, le rapport au signifiant mort et le rapport au but intime de passage. Le rapport au corps, tout d'abord, il
faut bien se rendre compte que ce qui fonde toutes ces conduites à risque, c'est que c'est le corps qui est mis en jeu. C'est le corps qui risque d'être blessé. C'est le corps qui risque d'être brisé. C'est le corps qui risque d'être détruit. Mais c'est le corps dans un nouveau rapport au corps. Alors là, on pourrait passer évidemment plusieurs journées pour évoquer toute la manière dont nos générations ont évolué dans leur rapport au corps. Moi qui ai un pied dans les sociétés de la tradition, un pied dans les sociétés de la modernité, je peux vous dire qu'au Congo-Brazzaville, on ne parle pas de son corps, du rapport à son corps, comme on le parle à Limoges ou à Strasbourg. Sur les conduites à risque, il y a trois choses, on pourrait dire, qui sont un peu importantes à saisir. C'est d'abord le rapport à l'identité. Aujourd'hui, dans nos mondes si modernes, nous sommes tragiquement d'abord ce que nous montrons. L'identité se lit à fleur de peau. Je suis ce que je montre. Avec toutes les dérives, évidemment, que cela a, délit de faciès, on parle souvent, discours réducteur, je porte un bout de tissu autour du visage, c'est donc que je suis une islamiste intégriste, ce qui est un sens absolu sociologiquement. Voilà. C'est le culte du paraître, et vous voyez qu'on n'est pas loin d'une terminologie adolescente qui est le look, l'importance du look. Et oui, alors c'est très compliqué cette affaire-là, parce que si l'ange avait une gueule d'ange et l'assassin une gueule d'assassin, ça irait. Mais parfois, ils ont interverti leur truc, alors ça devient un peu compliqué. Sans doute que c'est un des paramètres, pas le seul, un des paramètres qui explique que certains jeunes usent de marques corporelles, tatouages, piercings, scarifications, comme des signes d'identité, à ce moment si particulier de l'adolescence où il faut à la fois être le même, c'est-à-dire se fondre dans le groupe, et affirmer cette différence. C'est-à-dire ce double mouvement, affiliation-désaffiliation. Un autre rapport au corps qui va impacter les conduites à risque, c'est ce que certains sociologues, avec un peu d'humour, appellent une société symptomale, en référence à l'apôtre saint Thomas qui avait besoin de le voir pour le croire. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'image. Pour le croire, nous avons besoin de le voir, et c'est ce qu'on vous joue tous les soirs au journal télévisé de 20h, quelle que soit la chaîne que vous regardez. Croyez-nous, puisqu'on vous le montre. On sait bien qu'on ne nous a pas tout montré, on a sélectionné des images, on a plus parlé de la dernière conquête d'un président d'une république bananière que du virus Ebola, par exemple. Croyez-nous, puisqu'on vous le montre. Et ça va impacter beaucoup les jeunes, aussi dans leur rapport à la nouvelle technologie, notamment dans une forme qui est minoritaire, pas tous les jeunes, qu'on appelle le hafislapping, où des jeunes vont filmer ce qu'ils font, le mettre sur des blogs, sur des sites internet, puisque l'acte n'a de valeur que s'il est montrable. Alors évidemment, s'ils filment la résolution magnifique d'un problème de mathématiques, nous sommes contents, mais ce n'est pas toujours ça qu'ils filment, évidemment. Et puis, sur le rapport au corps, un dernier point, c'est que pour l'instant, mais souligné 3 fois pour l'instant, parce que c'est en train de bouger sur les marges, les conduites à risque des filles et les conduites à risque des garçons sont genrées. C'est-à-dire qu'on a des conduites à risque spécifiques aux filles, spécifiques aux garçons, et même celles qui leur sont communes sont vécues différemment suivant le genre. Ceci, sans doute, parce que pour l'instant, et souligné toujours 3 fois pour l'instant, le garçon a un corps et la fille est un corps. Le garçon a un corps, ça veut dire que le garçon est dans la monstration. Il a besoin de l'assentiment de ses pairs. Pour le dire en langage jeune, il se la pète. Alors que la fille est un corps, ça veut dire qu'elle va beaucoup plus introjecter ses sentiments, elle va beaucoup plus se faire du mal à elle-même que troubler l'entourage. Et ça pose d'ailleurs un problème politique, puisque la prévention des conduites à risque des garçons obtient beaucoup plus d'argent, puisqu'elle trouble l'ordre public, que la prévention des conduites à risque des filles. Le rapport au signifiant mort, qui a... Alors pourquoi rapport au signifiant mort ? Parce que, évidemment,
ce qu'on peut constater assez rapidement quand on travaille avec ces jeunes, c'est que l'écrasante majorité de ces jeunes n'ont absolument pas envie de mourir. Ce sont des jeux de mort, des flirts avec la mort, qui ont une plus-value de vie, d'où ce nom signifiant mort. Il y a ce sentiment un peu d'être invincible à l'adolescence. J'ai une petite passion à côté de l'anthropologie, c'est la bande dessinée. Et j'ai toujours trouvé que les super-héros qui reviennent en force aujourd'hui sont une métaphore, une autre métaphore éclatante de l'adolescent. Superman, Spider-Man, les X-Men, et même maintenant Catwoman, Superwoman, etc. C'est la même chose. Si vous regardez le premier d'entre eux, Superman, il fait quand même des trucs de ouf. C'est-à-dire, il est capable d'arrêter un avion supersonique d'une main, de sauver le monde, etc. Ok. Sauf que quand il est Clark Kent, il se prend les pieds dans le tapis. Quand il est Superman, alors la petite égratignure à l'égard de l'agent féminin, quand il est Superman, toutes les femmes se pâment devant lui. Mais quand il est Clark Kent, aucune femme ne le regarde. C'est le drame de l'adolescent. C'est-à-dire ce sentiment de se sentir invincible à certains moments et ce sentiment de ne pas savoir comment faire à d'autres. Raison pour laquelle nous avons souvent appelé les conduites à risque des jeunes des conduites ordaliques, en rapport à l'ordalie du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est le jugement de Dieu, c'est-à-dire tenter le tout pour prouver sa valeur, pour prouver son innocence. Et on le voit bien aujourd'hui à travers la question du suicide chez les jeunes. Le suicide, heureusement, n'arrête pas de baisser en chiffres, puisque sur les 15-24 ans, on est passé en une dizaine d'années à peu près de 1000 suicides par an à 500. Évidemment, on fait 500 trop, bon, okay. Enfin, on a quand même beaucoup baissé, alors que les tentatives de suicide, elles, augmentent. Suivant les chiffres, on est entre 30 000 pour les plus pessimistes, 90 000 pour les plus... 30 000 pour les plus optimistes, 90 000 pour les plus pessimistes. Ouais, c'est vrai, si vous avez... si on prend le chiffre médian, si vous avez 50 000 tentatives de suicide pour 500 suicides réussis, si on est un peu cynique, on peut dire qu'ils ne sont pas doués. Troisième invariant, est un type de passage. Dans les sociétés de la tradition, nous avons des cérémonies... oui, je suis dans les temps, je termine, je conclue. Je suis pas loin de la Suisse, donc j'ai un chronomètre. C'est tout bon. Et donc, dans les sociétés traditionnelles, nous avons encore ces cérémonies, ces rites de puberté sociale, qui est un des rites de passage qui permet de passer du monde des enfants au monde des adultes, qu'on pouvait retrouver dans nos sociétés à travers les arts et les traditions populaires, ou même certaines manifestations religieuses comme la communion solennelle, la bar mitzvah, la confirmation, ou dans des choses plus profanes comme la conscription des garçons, etc. Mais nous ne l'avons plus puisque nous avons cette adolescence. Du coup, pour les enfants, les adolescents, qui sont dans ce que Winnicott appelait des parents suffisamment bons, ça va, ils vont être soutenus dans leurs projets, dans leur mobilité, etc. Mais pour les adolescents qui ont des parents en grande difficulté, qui n'ont pas de parents, des parents très carencés, eh bien, on va voir plein de conduites à risque qui sont des fabriques, des bricolages de rites intimes de passage qu'on retrouve dès la cour de récréation. T'es cap ou t'es pas cap? T'es un petit ou t'es un grand? Voilà, des rites de grandissement. Évidemment, autour de tout ça, il y a ce qui fait peur aux adultes. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je le signale juste, c'est la violence, la sexualité et la mort. Ce qui nous frappe beaucoup au laboratoire, c'est que lorsqu'on rencontre des parents, je dirais association de parents d'élèves, souvent d'ailleurs pour du débriefing, c'est-à-dire après qu'il y ait eu un clash dans le collège ou dans le lycée, dans l'établissement social, qu'est-ce qui s'est passé, ils sont fous nos ados, eh bien on s'aperçoit qu'on peut parler à peu près de tout, mais il y a juste la violence et la sexualité qui sont comme une sorte d'amnésie, avec des parents dont on pourrait avoir l'impression qu'ils ont vécu eux-mêmes leur propre adolescence sans montée de testostérone et sans agressivité. Voilà. Heureusement qu'il y a de temps en temps quelques grands-pères et grand-mères dans la salle qui rappellent « Eh oh, t'étais pas un ange. » Voilà. Je conclus sur
le point qui me semble le plus important, et ce sera ma conclusion, avec une petite anecdote qui insiste sur un point très important. Ce qui nous importe, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'éducateur dans les conduites à risque des jeunes, c'est les écarts parfois très importants qu'il peut y avoir entre la conscience du risque et l'imaginaire du risque. Et pour ne pas entrer dans la théorie, mais vous donner juste un exemple, dans mon enquête sur les CER, j'ai rencontré un petit gars qui s'appelle Ramazan, son prénom nous indique l'origine turque de sa famille. Il a été placé en CER, il a 15 ans, il n'y est pas tout à fait pour rien puisqu'il a 33 affaires au pénal. Son truc, c'est les vols de voitures. Et un jour, il me raconte le dernier vol, celui qui a entraîné d'ailleurs son placement au CER. Il m'explique qu'il avait repéré la voiture de ses rêves avec son meilleur ami Ali. Une voiture toute rouge avec des jantes brillantes. Il m'a donné tous les détails techniques du moteur, mais ça je m'en souviens plus. Et puis il me raconte qu'un jour, le propriétaire de cette voiture la gare sur un parking de supermarché. Et ça, on va faire ses courses. À ce moment-là de l'histoire, Ramazan s'interrompt. Il dit « Sur la tête de ma mère, monsieur, c'est pas de la provoque, ça ?» Donc il la vole facilement. Et puis, lui, il se met sur le siège conducteur, son ami Ali sur le siège passager, et c'est les petits princes de Bel-Air. Ils roulent dans la voiture en mettant la musique qu'ils aiment. Et les petites joies simples de l'existence auxquelles nous aspirons tous. Ils vont bien. Jusqu'au moment où il y a évidemment les empêcheurs de délinquer en rond, la police qui les repère, course-poursuite. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Ramazan ? Il fait ce qu'il a vu dans les feuilletons américains, pied au plancher. Sauf que comme il est assez petit et qu'il arrive à la moitié du volant, il se mange un trottoir, il explose la voiture. Heureusement, personne n'est blessé. Ramazan s'enfuit à gauche, Ali s'enfuit à droite, les policiers arrivent, se divisent en deux, coursent les gamins. Ali est rattrapé tout de suite, Ramazan va échapper aux policiers grâce à un petit stratagème. Comme son copain s'est fait attraper, Ramazan se fera attraper le lendemain dans sa famille, mais il m'explique comment il a été, sur le moment, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il arrive devant une école maternelle, il y a une petite barrière, il la saute, il y a des toboggans, des petits, c'est la récréation. Comme Ramazan est petit, il arrive à se faufiler entre les jeux et les enfants, il y a des buissons, il s'engouffre dans la buisson et il sème les policiers, ils sont grands, gros et pas lourds. Et son histoire s'arrête là. Il me regarde et il me dit « Alors, monsieur ?» Et moi, la seule chose que je trouve à lui dire, c'est « Mais tu n'as pas eu peur ?» Et il me répond cette chose extraordinaire. Il dit « Mais sur la tête de ma mère, monsieur, j'ai eu la peur de ma vie, vous vous rendez pas compte ? Parce que les buissons dans lesquels je me suis enfui, c'était des buissons d'épineux. Et dans ces buissons d'épineux, je me suis fait un gros trou à l'anorak tout neuf que ma mère m'avait acheté la veille, et j'allais me prendre une de ces rousses le soir à la maison. 33 affaires au pénal, vol de voiture, braver la loi, braver la police, risquer sa vie, la vie de son copain, tout ça c'est du pipi de chat. Mais faire un gros trou à l'anorak tout neuf que la mère a acheté la veille, il y a des limites quand même. Je vous remercie. Cet rapport extrêmement intéressant qui va donner matière à réflexion et à question tout à l'heure.